abord, elle a l'air propre. Au premier abord, elle a l'air C'est gros. propre. Parce que c'est nettoyé. Alors C'est- d'après elle est toi, entretenue. ça semble très nettoyé. C'est entretenu, Pas c'est très entretenu. nettoyé, mais c'est entretenu. Oui. L'autre plage était à l'embouchure du fleuve et c'est une plage sauvage sur laquelle on est allé. Dite sauvage parce qu'en fait il y a des dunes en arrière-plan. Ok. Alors que là on n'a pas de dunes. Il n'y a rien qui vient barrer, je dirais, enfin il y a un petit muret là justement qui évite la submersion marine. Ok. Alors que dans l'autre cas, il n'y a pas d'installation urbaine, humaine. C'est la nature qui fait barrière. Ok. Donc ça vous permettra de mesurer, de voir la différence entre ce qu'on va récolter sur cette plage-là par rapport à l'autre plage, qui n'est pas du même usage, pas forcément du même usage. A priori, on n'a pas sur le sol, là, on ne voit rien qui soit vraiment caractérisé comme un macroplastique, c'est-à-dire vraiment comme un gros bidon. On va par contre peut-être rencontrer des micro-déchets, c'est-à-dire des déchets qui sont de l'ordre de 5 mm, des choses comme ça. On ne pourra pas voir les nanoplastiques parce qu'ils sont beaucoup plus petits en taille, donc ils ne sont pas forcément visibles à l'œil. D'accord? Donc, ce que je vous propose, c'est de dessiner sur un périmètre donné, voilà, qu'on va situer par rapport à la plage. Et puis de se dire, voilà, sur ce périmètre-là, on cherche tout ce qu'on trouve comme matériaux, plastique. C'est qui rentrait progressivement. Bah là, il n'y a rien. Plastique? Je pense. Tu le voyais. Alors voilà, tenez, regardez. J'ai trouvé des billes de polystyrène. Ça va plus. J'ai noté tout ce qu'on a observé sur la plage et donc sur cette plage en particulier. Donc elle était très fréquentée, qu'elle était loin de l'embouchure du fleuve de l'Aude. Après j'ai noté qu'elle était entourée d'installations humaines. Donc là, contrairement aux plages de Fleury qui sont plus sauvages. Et après on a fait un carré de 10 x 10 avec une hauteur, enfin on a imaginé une hauteur de 2000 mètres, donc 2 km, qui représentait donc les 200 000 tonnes par an de déchets dans la mer Méditerranée. Et après, il y a 400 millions de tonnes par an de déchets dans le monde entier. Alors on va aller plus là-bas et comme vous Il y a un l'avez dit, endroit, un normalement. petit peu plus proche de l'eau, on refait un carré de 10 mètres. Ok. C'est Allez. parti? Ok. C'est étonnant, on n'a pas récupéré grand-chose. Hein. Non. Narbonne Plage, on est Par contre, plein de billes. Ouais. Plein de billes, Que de des billes en polystyrène. fait. Ouais. 2023, j'ai mis 2022, c'est 2023. Ouais. Moi je prends le premier et on échange. Voilà, merci. Je ne saurais pas dire. C'est le matériau ressemble, je c'est sais souple comme du plastique, mais quel plastique? C'est du plastique. C'est du plastique. C'est bien du plastique. C'est du plastique, ouais. Donc en fait, on trouve plein de petites billes de polystyrène sur le rivage. Donc, comme tu dis, c'est transporté par l'eau, par le courant, et ça se dépose juste sur le trait de côte, là, à fleur d'eau. Sur cet endroit-là qui est un endroit où vient juste l'eau vient l'expulsable. Si, c'est dur, mais c'est mou, hein. C'est plus là où Ah tu oui, peux le contrôler. oui, c'est oui. Voilà. Alors oui, ça s'est détaché d'un C'est un- bloc. C'est peut-être un gros bloc qui s'est décomposé. Et donc ça, d'après toi, c'est comestible pour les poissons ou pas? Bah non, pas du tout. Mais est-ce que les poissons peuvent l'absorber quand même? Oui. Ouais. Mais ils en meurent. Donc, ils peuvent en mourir. Oui. Ouais. Et tu mets périmètre 2, tu mets proche, vraiment Proche de l'eau. proche de l'eau, ouais. Voilà. Et tu peux préparer l'autre étiquette. Oui. Bah, c'est la lisière de l'eau, enfin on va dire, c'est jusque là où l'eau monte sur la plage. Niveau maximum de l'eau, voilà, on va dire, sur la plage. Alors ce que je vous propose, c'est de comparer ces récoltes-là, Ah, wow. de caractériser après les différents produits que vous avez retrouvés,
de définir éventuellement d'où ça provient en termes de, je dirais, de produits manufacturés. Est-ce que le polystyrène, ça provient d'une caissette? Est-ce que ça vient d'un doublage d'isolant? Est-ce que le plastique ici, ça provient d'une bouteille ou d'autre chose? D'accord? Et puis après, ce serait de définir justement quel est l'usage. C'est à vous d'imaginer quel pourrait être l'usage du déchet, de ce qui est devenu un déchet que vous avez récupéré sur la plage. C'est pas nous qui dirigeons tout ça. Et du coup, si on change notre consommation, c'est pas pour autant que... Oui, mais si tous les consommateurs, ou beaucoup de consommateurs en tout cas, se mettent à changer de comportement, on est bien d'accord que pour qu'un industriel puisse vendre ses produits, justement, il est obligé de le conditionner d'une certaine manière, que ça coûte moins cher d'un point de vue logistique. En fait, dans les coûts, on ne calcule pas, on n'inclut pas tous les effets que ça peut avoir sur la santé ou sur l'environnement. On a bien sûr des écotaxes, des choses comme ça, mais c'est vraiment marginal par rapport à ce que ça représente vraiment. D'une certaine façon, on a des maladies aujourd'hui qui se développent parce que justement, comme les problèmes endocriniens, des choses comme ça, parce qu'on a des produits de synthèse qui viennent perturber les organismes. Si on compare ce que coûte le produit, la différence entre un produit sain et un produit qui l'est moins, et l'écart, si on mesure l'écart avec ce que ça nous coûte pour la santé, on verrait peut-être une différence intéressante. En tout cas, on ne tomberait pas malade. Dans l'analyse, il ne faut vraiment pas penser que c'est extérieur, il faut penser où, nous, comportement. Qu'est-ce qu'on a comme comportement, quel comportement peut être changé, quel comportement doit-on changer. Après, c'est une question de choix. Est-ce qu'on le veut? Si on ne le veut pas, il n'y a aucun problème. Alors, nous, on va le faire en 2 temps avec vérifier quel plastique c'est, etc. Ça, ils vont le faire avec leur prof de sciences pour voilà, un petit peu diversifier les enseignements. Et moi, je travaillerai avec eux sur un aspect un petit peu plus civique, sur eux, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont fait comme observation et qu'est-ce qu'ils pensent pouvoir faire par eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils en pensent.
Joël, Oui, pardon. Bonjour. Oh bonjour, monsieur. Fatigué. C'est Oui, Joël. c'est un peu empirique la manière, la méthode, tu l'as pensé, mais il faut aussi l'adapter, au fond la produire au moment, à l'instant. Ta méthode pédagogique, on va dire. Alors, c'est délicat comme question. Il faut s'adapter à son sujet, si j'ose dire. C'est qu'on est en interaction entre personnes et aussi par rapport au milieu. Donc, on découvre le milieu des fois. On découvre aussi les gens avec lesquels on va travailler, on va faire cette démarche-là. Donc, même si on a un petit canevas précis de ce que l'on veut obtenir, enfin de la manière dont on veut procéder, il faut au fur et à mesure adapter pour que chacun se saisisse bien et comprenne bien la démarche, la méthode qui est proposée. Le fait de faire un périmètre, c'est pas quelque chose de spontané. Il faut donc le décider et se dire voilà, je ne récupère que dans ce périmètre-là, même si on ne récupère pas grand-chose, c'est une chose. On peut récupérer beaucoup plus. Et puis finalement, d'autres personnes ayant compris que finalement on perçoit sur un périmètre donné un certain nombre de matériaux, en allant un petit peu plus loin, à un autre endroit qui est hors périmètre, on en trouve d'autres et qui finalement ont interpellé, ont attiré la curiosité. Donc c'est intéressant parce que d'une certaine manière, la démarche qui a priori peut-être que scientifique et peut-être ne l'est pas du tout, en fait elle a permis à des gens de s'approprier les problématiques et se dire là il y a vraiment un sujet d'intérêt, il y a quelque chose qui m'interpelle et qu'est-ce que ça va donner derrière. C'est tout le travail que l'on doit poursuivre. Ce que tu appelles la capacitation, c'est-à-dire que les élèves viennent concrètement sur un espace, d'ailleurs ils le délimitent, 10 sur 10, on se fait des représentations imaginaires, des volumes, etc. Mais mine de rien, on pose son regard sur les billes de plastique, chose qu'il n'avait peut-être jamais fait auparavant. Oui, on oblige en quelque sorte par ce biais-là à se concentrer sur un sujet très précis. Et de ce sujet très précis, on va peut-être en déduire des problématiques, en tout cas on va se poser des questions et avoir quelques résultats et entretenir après au fur et à mesure, développer comment dirais-je, des réflexes, amener des gens à se comporter différemment, donc à produire quelque chose et de cette production se reposer d'autres questions en se disant finalement il faut peut-être faire autrement et on va devenir acteur progressivement à mesure que l'on se questionne, à mesure qu'on a des productions, qu'on a des représentations qui évoluent, et bien finalement on devient acteur et de ce fait on est en capacité, on s'est approprié donc au fur et à mesure tous ces enjeux. On voit aussi dans quelle mesure on est en capacité à pouvoir faire autrement que ce que l'on a fait. Et c'est ainsi que justement on développe une autonomie et qu'on apprend à apprendre. Bon, tu noteras pas que c'était un carton avec de la cartagène. On rigole, mais tu dis que t'as pas été bon, c'est-à-dire non. Non mais si, dis-le. Si, c'est important, parce que tu fais un travail de médiation, on n'est pas des robots, on est des humains. Oui. Tu penses que tu as été moins bon que la dernière fois. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut toujours s'interroger de ce que l'on est parvenu à passer comme message et la manière dont on l'a passé. Et donc, moi je suis sans arrêt en train de m'observer moi-même, ce qui me fait douter régulièrement, enfin systématiquement. Donc je ne sais pas quelle est... C'est même pas une question d'efficacité, hein, c'est pas ça dont je parle. C'est véritablement en quoi et comment ce que j'ai pu dire, la manière dont je l'ai dit, a apporté quelque chose. Et est-ce que c'est suffisamment clair? Je ne pense pas être suffisamment clair. Chercher la précision oblige forcément en quelque sorte à détailler, et le détail des fois est trop encombrant. Donc en fait je pense qu'il faut arriver à trouver des messages qui sont délestés de ces détails, de manière à aller
mais tout en trouvant vraiment bien. C'est vraiment très délicat en fait, parce qu'il faut aller très vite sur plein de choses, il faut être très percutant sur plein de choses. On a très peu de mots vraiment disponibles, et on a très peu de temps aussi pour pouvoir s'exprimer, et pourtant ce sont des sujets très complexes qui demandent à être, sur lesquels il faut être très précis. Donc il y a un paradoxe. Et notre société, notre complexité, elle est bardée de paradoxes qu'il nous faut gérer au quotidien, y compris justement quand on est en contact avec du moins quand on veut éduquer, quand on veut passer des messages. Voilà, c'est là où c'est délicat. Cette complexité-là, c'est difficile de la simplifier. Pour autant, il faut le faire pour pouvoir passer un message. Et pour autant, plus on simplifie, moins on est précis, et moins on est fidèle à la réalité que l'on veut, traduire en mots. On est venu il y a quelques mois sur cette plage avec le jeu Fleuve-Aude en plein été, et au fond on a investi l'espace. C'est-à-dire que les gens qui étaient autour pouvaient peut-être se demander mais qu'est-ce que font ces personnes avec leurs ficelles là, en train de parler, etc. Et on a au fond produit une représentation sur l'espace. Et puis là aujourd'hui on a aussi investi l'espace, c'est-à-dire la plage. Et les gens qui passaient autour, pareil, ont dû se dire c'est quoi ce groupe de personnes là, des jeunes avec avec 2-3 adultes. Ils se sont peut-être interrogés, est-ce qu'ils se sont... puisqu'au fond, l'idée, c'est un peu quand même d'interpeller, de mobiliser sous des formes, sous toutes les formes. On fait ce film, mais il y a l'occupation de l'espace, j'allais dire, du réel, quoi. Et là, qu'est-ce que tu penses que les gens qui ont vu cette séance, les gens qui se baladaient, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? D'après toi, est-ce qu'ils ont pensé quelque chose? Est-ce qu'ils se sont dit que c'était pour le... Tu sais, là, je peux pas. C'est difficile de te répondre. Comment savoir? Il y a une certitude, en fait, c'est que je mesure davantage. Ta question me fait penser à la chose suivante. C'est-à-dire que on habiterait un lieu que par le biais, je dirais, en investissant un lieu, donc sa surface, son espace, comme tu dis. Or, on voit que par nos comportements, les usages dans notre quotidien, quand on investit un lieu, en fait, on oublie systématiquement la dimension, le temps, cette troisième dimension qui est le temps. Et je pense que justement, on doit réapprendre que par nos usages de cet espace, de ces lieux, que par nos modes de comportement, nos modes de vie, de consommation, il y a forcément le facteur temps qui rentre là, et qui lui nous permet de voir et de mesurer avec justement un certain recul ensuite qu'est-ce qu'on a fait à l'instant T0 et T plus 3, 30 ans par exemple. On voit finalement la distance dans le temps, et c'est là qu'on peut mesurer les impacts de nos modes de vie, de nos comportements, de nos décisions, de nos choix sur l'espace sur lequel nous étions 30 ans avant. Et donc il y a cette relation temps et espace qui est très importante, qui fait partie de cette complexité qu'il nous faut prendre vraiment à cœur, mais sans avoir peur, parce que aujourd'hui les jeunes donc qui ont 15-16 ans, 17 ans peut-être, dans 20 ans, 30 ans, s'ils reviennent sur cette plage, se rappelleront-ils ce qu'ils ont fait ce jour-ci, là, de 10 janvier 2023. Est-ce qu'ils se rappelleront qu'ils ont déambulé devant le poste de secours numéro 1 de Narbonne-Plage en se disant j'ai ramassé du plastique à cet endroit-là, il n'y avait pas beaucoup de plastique finalement, et puis peut-être que dans 30 ans, je ne sais pas, mais il faut espérer qu'il n'y en ait presque plus, ou pas du tout, mais peut-être qu'il y en aura beaucoup trop, beaucoup, et où en tout cas on aura davantage de conscience des effets et je dirais, on aura des traces en quelque sorte archéologiques de ces 30 années passées au cours desquelles justement
à ces 30 ans en arrière, finalement, on était revenu chercher un petit peu de plastique. 30 ans plus tard, on revient, la plage était certainement différente. Et qu'est-ce qu'on y retrouve? Est-ce qu'on y retrouve du plastique? Et si ça se trouve, on va y retrouver beaucoup de plastique. Là, les archéologues, les historiens peuvent se poser des questions, et même, à mon avis, d'ici simplement une trentaine d'années. Et notre impact sur l'environnement n'est pas négligeable. Cette question du temps est très importante dans notre quotidien. Alors justement, dernière question, c'est que, bon, on philosophe un peu, mais c'est intéressant, parce que, non, mais disons que le temps, jusqu'à présent, on va dire jusqu'au siècle des Lumières, était déterminé par une vision théologique, c'est-à-dire, en gros, les religions monothéistes, en tous les cas pour notre zone, où il y avait un salut qui était le paradis. Et donc cette notion du temps, qu'est-ce qu'on faisait pendant sa vie, était quand même, avait pour horizon le paradis, quoi. Tout ça explose au XVIIIe et au XXe, Nietzsche déclare la mort de Dieu. Mais ma question, c'est qu'au fond, avoir un comportement écologique, est-ce que c'est pas une manière de réinvestir le temps, un peu d'une manière justement religieuse, en se disant ce que je fais aurait une conséquence plus tard, alors qu'en fait la vie, c'est peut-être vivre dans l'instant, quoi. Tu vois, ça oblige les personnes à réinvestir peut-être un rapport presque religieux au temps, c'est-à-dire ce que je fais aurait une conséquence dans le futur. Et on ne peut plus vivre dans l'insouciance de l'immanence. Alors, j'ai pas de citation philosophique là pour imager un petit peu pour te répondre, mais en fait, l'idée c'est global, c'est, je pense, très important de pouvoir vivre autant le temps sans, je dirais, avoir une peur de l'avenir, une peur qui serait justifiée par les enjeux écologiques et climatiques en particulier, puisqu'on a aujourd'hui des jeunes, des personnes, même des adultes, donc, qui ont des éco-anxiétés, comme on dit, qui développent des formes d'éco-anxiété. Et donc là, ça fait partie, c'est là où la notion du temps certainement rentre en ligne de compte pour ces personnes-là, ce qui mesure à quel point ça peut avoir des effets dans quelques années et pour leur quotidien. Mais je pense qu'il faut apprendre à vivre au quotidien en mesurant en quelque sorte l'importance de chacun de nos choix, en se disant que ce choix-là, je le fais donc en connaissance de cause, pardon, mais surtout en me disant ce que je fais là, je ne peux pas faire mieux, d'une certaine façon. Voilà, je pollue le moins possible avec ce que j'ai à ma disposition. J'ai fait ce choix, je le respecte au mieux. Et de fil en aiguille, je dirais de jour après jour, va justement se développer d'autres comportements, vont se développer d'autres modes de consommation qui vont permettre peut-être justement de répondre aux enjeux. Et de ne pas avoir le souci de finalement qu'est-ce que ça peut être dans 30 ans. Parce je pense qu'il faut vivre au jour le jour. Il faut accepter l'impermanence, vivre le jour et ne pas développer d'anxiété particulière par rapport à ce que pourrait être la planète compte tenu de ce que l'on sait aujourd'hui. Donc l'écologie n'est pas la nouvelle religion? Pourquoi ça, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut la qualifier de religion, la citer comme une religion. Mais on doit intégrer dans nos comportements, dans tous nos usages, dans nos productions, des critères qui soient socio-économiques, voire politiques, qui sont de nature justement à diminuer au maximum nos impacts, l'impact de nos activités sur l'environnement et sur les écosystèmes. Dire que ça doit devenir une religion, ça voudrait dire que finalement on doit se subordonner d'une certaine manière à une croyance. Je pense qu'il faut aller au-delà de la croyance, on doit être dans du pragmatisme en fait. C'est-à-dire que là, on ne peut plus continuer à produire, à avoir des activités humaines qui seraient sans conséquences pour l'environnement et notre santé. Donc, est-ce que c'est par la croyance qu'on va y arriver? Je ne suis pas du tout convaincu, sachant que, néanmoins,
Dans la science, la croyance dans la science. La croyance dans la science, mais la croyance aussi, je dirais, dans le politique, la croyance dans une représentation, enfin une forme, une économie et une société. Je dirais, à la rigueur, c'est une croyance, je dirais, à multi-échelle, multi-acteurs, qui va faire que chacun des acteurs, chacun des domaines dans lesquels on peut évoluer, sont orientés en quelque sorte vers la même étoile, à savoir le moindre impact pour la planète, de manière à ce que justement on puisse continuer à y habiter et à y vivre. Comme disait Bruno Latour, ou atterrir en politique, quoi. Alors, effectivement, Bruno Latour faisait référence à... donc il prend comme exemple cette citation « ou atterrir », enfin c'est pas une citation, c'est lui plutôt qui la formule comme une citation. Mais où atterrir, c'est justement d'amener tout à chacun à se concentrer sur ce qui le concerne, et de ce concernement-là, d'identifier quels sont les différents éléments qui viennent caractériser son concernement. C'est-à-dire, si je prends l'exemple du plastique, le plastique dans mon quotidien, voilà, c'est d'une bouteille. Cette bouteille, je suis concerné maintenant par les déchets plastiques. Alors qu'est-ce que je peux faire à partir de là? Finalement, je peux peut-être diminuer ma consommation d'eau qui justement se trouve être distribuée, vendue dans des bouteilles en plastique. C'est-à-dire que je vais changer de comportement. Mais derrière, il faut supposer qu'il y a eu des acteurs, il y a une économie, une logistique qui est drainée en fait, qui est stimulée par cette consommation de produits plastiques. Et c'est de montrer justement, de démultiplier, de bien comprendre tous les liens qu'il y a entre les acteurs qui amènent finalement à montrer que je suis concerné par un sujet, mais finalement ça concerne plein de monde. Je ne suis pas seulement concerné pour moi, ma petite bouteille en plastique qui est sur la plage et que je veux enlever, mais en fait ça suppose plein d'autres choses à côté qui montrent à chaque fois justement cette complexité et les interrelations, voire interdépendances qu'il y a entre les acteurs qui fait et qui justifie en partie, comme c'était dit pour des raisons économiques, que l'on a des bouteilles en plastique qui vont se faire suremballer en paquets de 6, puis après emballées sur les palettes et ainsi de suite, pour être distribuées en ayant fait peut-être des milliers de kilomètres. Et ça suppose que on doit prendre conscience de tout ça. C'est là, on peut partir du plastique, de la petite bouteille qu'on jette à l'eau, mais en fait, faut bien imaginer que, intellectuellement parlant, on peut imaginer que cette bouteille à l'eau, il y a un élastique, et cet élastique qui permet de la ramener au rivage, mais on voit bien que le rivage, en quelque sorte, il va concerner plein de monde sur le rivage. Les industriels, les gens qui produisent des matériaux plastiques, les gens qui remplissent la bouteille d'eau, ceux qui vont la transporter, ceux qui vont la boire, ceux avec qui finalement l'eau va être partagée, et ainsi de suite. Enfin, c'est très complexe, on est tous concernés, tout est très lié, tout est lié. On mange quoi ce soir? Je ne vais pas te dévoiler le menu ce soir. Mais